Et donc bonjour à tous et merci d'être présent, de regarder cette vidéo pour la troisième session de formation autour de MISVA. Donc cette session elle est dédiée aux ondes de Rossby équatoriales et à la basse fréquence. Et donc on va y consacrer 1 heure et demie, en gros 1 heure avec des diapositives et une vingtaine de minutes pour un peu naviguer sur le site MISVA et voir les produits qui sont adaptés à ça. Donc, j'ajuste mon écran. Hop, une seconde. Ok. Donc pour commencer, je vais reprendre des graphes assez connus. Donc c'est pour vous montrer en fait la contribution des différentes zones équatoriales à la variance de la convection, donc déterminée avec l'OLR, le rayonnement infrarouge au sommet de l'atmosphère. Donc je vous montre ça pour deux saisons, saison d'été de l'hémisphère nord à gauche, saison d'été de l'hémisphère sud à droite. Donc, si on commence sur la carte de gauche, vous voyez qu'il y a 5 panels, donc un pour chaque onde, donc la MJO, les ondes de Rossby, les ondes de Kelvin, les ondes mixtes Rossby-gravité et les ondes d'Est. Ce que vous voyez, c'est qu'en été, déjà un premier coup d'œil, c'est qu'elles ont toutes des amplitudes relativement comparables. Par contre, elles sont distribuées de manière différente selon le globe. Et donc on va retrouver donc une MJO qui est active et très marquée sur l'océan Indien. Donc les ondes de Rossby équatoriales qui sont donc l'objet de ce cours, vous voyez en fait, elles sont pas situées le long de l'équateur pendant l'été, elles sont plutôt situées au nord de l'équateur, on va dire entre 15 et 20 degrés, 30 degrés nord, notamment sur le Pacifique et l'Inde, mais de manière non négligeable également sur l'Afrique de l'Ouest et sur l'Amérique centrale. Les ondes de Kelvin, on les a vues la dernière fois avec Moussa, vous voyez qu'elles sont plutôt centrées sur l'équateur, c'est vraiment des ondes pures équatoriales, donc on les retrouve sur cette bande équatoriale. Donc les ondes d'Est, qui sont l'objet de la prochaine session, on va les retrouver, finalement on va les retrouver pas que sur l'Afrique, parce que c'est pas le seul endroit où il y a des ondes d'Est, mais on va les retrouver tout le long de la ceinture tropicale, avec effectivement un maximum d'activité autour de l'Afrique et de l'Atlantique. Là, il y a le Est africain qui leur sert de source d'énergie. Donc ce que je voulais montrer, c'est aussi pour le cas des ondes de Rossby, si on se place sur le deuxième panel. Donc quand on est dans l'été austral, vous voyez le pic d'activité des ondes de Rossby, il est situé dans l'hémisphère nord, l'hémisphère d'été. Quand on passe à l'été de l'hémisphère sud, vous voyez que la structure elle est assez différente, avec un pic d'activité qui est déjà nettement plus au sud et beaucoup plus marqué, notamment sur l'océan Indien, l'Afrique australe, le continent maritime, et avec toujours un pic d'activité au nord au niveau du Pacifique. Donc tout ça pour dire que l'activité des ondes de Rossby, elle va jamais vraiment être centrée le long de l'équateur. C'est pas une onde qui va toucher de plein fouet la ceinture équatoriale, en tout cas pendant les périodes d'été. C'est plutôt des ondes qui vont toucher la tranche entre 5, on va dire, et 20 degrés nord ou 20 degrés sud, et qui va impacter les ceintures équatoriales plutôt pendant les phases de transition. Donc pour repartir de comment on étudie les ondes, la base, donc, c'est d'utiliser la théorie linéaire des ondes, et pour ça, on va travailler en anomalie. Anomalie d'un paramètre, x, peut être la pluie, le vent ou le précipitable. Donc pour travailler sur ce paramètre, l'anomalie, on va considérer le champ x et lui enlever une climatologie. Donc tout le jeu va considérer à définir une climatologie. Et donc ce qu'on fait, on définit une climatologie journalière lissée, qui va être une climatologie de plusieurs cycles annuels, qu'on retranche donc au champ total. Ce qui fait que cette anomalie, x étoile là, elle représente à la fois toutes les échelles de variabilité intrasaisonnière, dont les zones équatoriales, mais aussi la variabilité plus lente au-delà des zones équatoriales, tout ce qui n'est pas en fait le cycle annuel climatologique, et qui peut être de la variabilité interannuelle, de la basse fréquence, ou même du décennal. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur ça, les ondes de Rossby, donc une période donc intrasaisonnière entre 10 et 70 jours, et qui sont régies par la théorie linéaire des ondes équatoriales, et la basse fréquence, qu'on appelle souvent low frequency sur les graphes, donc une période type supérieure à 100 jours ou à 120 jours, donc supérieure au cycle annuel, qui donc correspondent, on va le voir, à des variations du cycle annuel, ça peut être un décalage dans le temps, ou une variation interannuelle associée aux océans ou décennales. Bien sûr, pour ces aspects-là, il n'y a pas vraiment de cadre théorique, parce qu'ils ne sont pas régis par la même théorie que les ondes équatoriales. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions. Euh, donc, pour ce qui concerne la théorie des ondes équatoriales, le diagramme qu'on montre en général, c'est celui de CC2, les gauche et droite. Donc, la manière dont on procède, c'est qu'on fait du filtrage dans ce qu'on appelle nombre d'ondes fréquences, c'est-à-dire qu'on va utiliser les transformés de Fourier sur les longitudes et sur le temps pour obtenir un diagramme que vous voyez ici, qui va représenter donc en abscisse les nombres d'ondes,
c'est-à-dire le nombre d'oscillations sur un cercle de latitude, en ordonnée la fréquence ou la période, et en fait le champ qui est colorié ici, c'est le spectre de l'OLR, c'est-à-dire finalement la variance de l'OLR correspondant à chacun de ces nombres d'ondes et chacune de ces fréquences. Et ce qu'on voit, c'est déjà ce spectre, il n'est pas homogène, il se propage d'une certaine manière, de manière préférentielle le long de certaines zones. Et ces zones, ce sont justement les zones type des ondes équatoriales. Donc on retrouve ici une propagation vers l'est, dans les nombres d'ondes positives, associées aux ondes de Kelvin. Côté gauche du graphe, on retrouve des propagations vers l'ouest, avec des nombres d'ondes négatives. Et c'est là où on va retrouver donc les ondes de Rossby équatoriales, plutôt dans les basses fréquences du spectre, donc des échelles supérieures à 10 jours en période, à des nombres d'ondes compris entre finalement 1 et 10. 1, ça fait donc une échelle planétaire, 10, ça veut dire 10 oscillations le long d'un cercle de latitude. On repérer également que donc là où il y a beaucoup d'énergie, c'est dans l'échelle de la MJO, à ces basses fréquences. Et le carré, le rectangle que je vous ai mis ici en violet, ça représente la basse fréquence qui est au-delà de l'échelle des ondes équatoriales, et qui va correspondre donc aux échelles euh, compris entre -10 et +10 en nombre d'ondes, donc pas de propagation préférentielle, et quelque chose de quasi stationnaire. Donc ce qui est intéressant quand on fait ce filtrage, c'est de comparer au graphe de droite, qui est les solutions, qui représente les solutions analytiques du modèle en eau peu profonde, qui permet de résoudre les ondes équatoriales. Et ce que vous voyez, c'est que ces courbes de dispersion, en fait, elles reprennent très bien en fait les pics d'énergie de l'OLR. Donc en propagation ici vers le long de Kelvin, propagation lente vers l'ouest pour les ondes de Rossby. Et bien sûr, il y a quelques ondes qui ne sont pas solutions de ces systèmes, comme on l'a vu, les ondes d'Est et l'MJO. Donc le slide d'après, c'est juste pour vous montrer la différence si on prend, j'ai dit que x, la première variable, là, ça pouvait être n'importe quel paramètre. Donc je vous donne ici une illustration de ce qui se passe lorsqu'on fait ça avec l'OLR. À gauche, c'est le graphe que je viens de montrer, et à droite, c'est pour l'eau précipitable. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les spectres, ils ont à la fois un certain point commun et à la fois ils sont assez différents. Notamment, par exemple, sur l'OLR, un pic d'énergie assez fort dans les fréquences synoptiques, c'est les ondes de Kelvin, qu'on ne retrouve pas du tout sur l'eau précipitable. À l'inverse, la MJO, on la retrouve bien ici. Et on va bien retrouver les ondes de Rossby ici, qui sont contourées avec ces lignes-là, et la trace des ondes d'Est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ondes couplées à la convection, elles vont avoir une signature bien marquée sur les variables convectives, la pluie, l'OLR. Par contre, sur tous les autres champs, plutôt dynamiques ou thermodynamiques, elles vont avoir des signatures très spécifiques à leur nature, qui fait que par exemple les ondes de Kelvin ne vont pas bien marquer en eau précipitable. Euh, Par contre, sur l'eau précipitable, on va bien retrouver les ondes d'Est, c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploité sur MISVA, mais également les ondes de Rossby. Si j'avais fait la même chose par exemple pour le vent zonal, on aurait une très forte signature de la MJO et des ondes de Kelvin, et sans doute beaucoup moins des ondes de Rossby. Donc tout ça pour bien souligner l'intérêt de bien connaître les propriétés des ondes pour arriver à bien les reconnaître derrière dans les champs modèles ou les champs observés. Je vous donne ensuite quelques exemples de ce que c'est la basse fréquence, plutôt avec une illustration sur la pluie. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est une série temporelle de pluie sur le Sahel central, donc moyenne entre 10 ouest, 10 est, 8 nord, 15 nord. Les barres grises représentent la pluie journalière, c'est la pluie satellite. Ensuite, j'ai effectué un lissage de la même manière que ce que je fais pour calculer le cycle annuel climatologique. Donc, c'est la courbe qui est en vert. Donc, ça, c'est le lissage climatologique, c'est-à-dire que c'est la moyenne de 20 années, moyennée, en ne gardant que la variabilité au-delà de 120 jours. Ce que j'ai tracé en orange, c'est la même chose, mais pour l'année 2019, celle que je trace ici avec les pluies journalières en gris, pour pouvoir comparer. Donc, ce que vous voyez, ben, c'est que effectivement, donc l'année 2019 avec les barres en grisé, il a plu en gros comme n'importe quelle saison. Par contre, quand on compare le cycle annuel en orange de 2019 comparé à celui de la climatologie, ben, c'est là finalement on va voir apparaître la quantification de la basse fréquence, avec à chaque fois que la courbe orange est en dessous, ça va nous donner une basse fréquence négative, une basse fréquence sèche, et à chaque fois que la courbe orange est au-dessus, ça va nous donner une basse fréquence positive. Donc ça montre bien en fait que la basse fréquence ici, elle va représenter quoi? Elle va représenter des variations en intensité de la pluie à échelle assez lente, ou par exemple une transition un peu plus lente ou un peu plus rapide vers la fin de saison. Donc là pour le coup la fin de saison était assez humide, donc on avait une basse fréquence humide. Si je fais la même chose par exemple sur une autre région, sur la côte guinéenne au niveau du Togo, toujours les mêmes codes couleurs, en vert la climatologie, en orange
le cycle annuel de 2019. Donc, sur le Togo, il y a une première saison des pluies en gros de avril à juillet, il y a une petite saison sèche en août et après il y a une deuxième saison des pluies. C'est ce qu'on nous dit le cycle annuel en vert. Pour le cycle annuel de 2019, ce que vous voyez, c'est que c'était un peu plus compliqué. Donc c'était plutôt en dessous en termes d'intensité pendant une bonne partie de la première saison des pluies. Il y a eu un pic d'activité avec une basse fréquence donc positive. Finalement, une petite saison sèche qui arrive en avance par rapport à la climatologie. Et ensuite, une saison humide qui également arrive en avance, en étant plus forte que ce qui est observé d'habitude. Ce qui fait qu'en termes de basse fréquence ici, ce qu'on verrait dans des champs MISVA ou dans des champs un peu en temps réel, ce serait quoi? Ça serait une basse fréquence qui serait d'abord négative, puis négative pendant la saison sèche et à nouveau positive. Je prends ensuite le même graphe que tout à l'heure sur le sel. Je vais superposer en rouge la signature des ondes de Rossby. Donc la signature des ondes de Rossby, je l'ai superposée pour vous montrer quelque chose, c'est qu'elle va se superposer justement au signal du cycle annuel. Donc vous le voyez ici, elle oscille de cette manière-là, là, assez lentement. Et sur ce cycle annuel va se superposer donc l'oscillation des ondes de Rossby, qui va également correspondre à des pics de précipitation. Mais comme vous le voyez ici et ici, ces pics des ondes de Rossby, ça ne va pas être un pic isolé, comme un système convectif, ça va plutôt être plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines d'affilée, où on va avoir des pics de précipitation récurrents. Donc c'est le cas pour la fin, par exemple, du mois d'août 2019, mais c'est surtout le cas aussi pour la fin de saison dont je venais de parler tout à l'heure, qui a été associée à de la basse fréquence. Et en fait, ce qu'on verra, c'est que justement, ces ondes de Rossby ont une tendance à être très actives dans les phases de transition et à justement générer un signal qui percole jusqu'au cycle annuel. Donc deux intérêts de regarder donc ces deux systèmes, ondes de Rossby équatoriale et basse fréquence, en fait ça tire vers la variabilité lente et ça va amener de la prévisibilité. Justement en termes de prévisibilité, je voulais vous montrer ce graphe tiré d'une étude américaine où en fait ils ont comparé des scores de contingence calculés avec la pluie observée juste en considérant la contribution des ondes équatoriales et de la basse fréquence. Donc pour être concret, ce qu'ils ont fait, ils ont calculé ce score de contingence en se plaçant comme dans une prévision à une, 2 ou 3 semaines. Ils ont regardé quels étaient leurs scores. Donc ce score, c'est ce qu'on appelle un score de Ike. Plus c'est rouge, plus c'est bon, plus ça tend vers 1. Et donc ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que pour la basse fréquence qui est en haut à gauche, qui est marqué LF pour low frequency, lorsqu'on calcule euh, finalement ce score de contingence entre la variation basse fréquence de la pluie et la pluie observée, on obtient ce score-là. On obtient ce score-là avec un maximum qui va être observé sur le Pacifique, Pacifique central et Pacifique ouest, et quand même un score qui n'est pas nul sur tout le reste des tropiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la basse fréquence, elle va être très forte sur le Pacifique. Ça, c'est assez connu, c'est un bassin qui a des modes de variabilité interannuels assez forts, mais elle va être également non nulle et assez intéressante sur les autres bassins. Donc elle a quand même un caractère assez lié à la température de mer. Si on refait le même exercice pour la MJO, vous voyez déjà la structure horizontale n'est pas la même. On retrouve le bassin de forte action de dominance de la MJO sur l'Indo-Pacifique, mais quand même, on retrouve également une trace partout ailleurs dans les tropiques, là où la MJO fait son passage. Ils ont fait le même exercice pour les ondes de Rossby équatoriales, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On retrouve cette trace sur l'Indien et sur le Pacifique, mais également sur l'Atlantique et sur une partie de l'Afrique. Ce qu'ils sont amusés à faire, c'est ensuite de cumuler ces effets en termes de score, en cumulant la basse fréquence et la MJO, et basse fréquence MJO plus onde de Rossby. Finalement, ce qu'ils obtiennent, c'est juste avec cette signature des ondes, un score qui est bien au-delà de 0,5, qui globalement fait finalement mieux que quasiment toutes les prévisions subsaisonnières actuelles. Donc c'est intéressant, ça veut dire que ne serait-ce qu'avec le signal de la basse fréquence, de la MJO et des ondes de Rossby, dans le signal pluviométrique, on est capable de l'avoir de l'information jusqu'à 2 à 3 semaines au-delà du signal. D'où l'intérêt donc de regarder ces deux systèmes, ondes de Rossby et basse fréquence. Pardon, Philippe, j'ai une question. Philippe Aliaga en Guyane, là. Oui, Cette étude a été menée pour les ondes de Kelvin également? Euh, oui, c'était inclus dans l'étude, c'était un autre article. Là, ils sont focalisés sur ces trois-là, parce qu'en fait, c'est ce qui amène de la prévisibilité à échelle subsaisonnière. Mais il y a la même contribution pour les ondes de Kelvin. Enfin, la même étude. Et donc, les ondes de Kelvin, c'est plus du synoptique. On est plutôt sur quelque chose qui impacte la semaine 1, mais qui a aussi des scores de contingence assez forts. Donc Bon, ça, je merci. compléterai le support à la fin si vous voulez pour les références là. J'ai pas eu le temps de le faire pour aujourd'hui, mais je le mettrai à jour. C'est bon? Oui, oui, mais merci pour la réponse.
ça, c'est en termes de prévisibilité. Donc justement, cette prévisibilité, elle est également associée aux performances que sont capables de faire les modèles de prévision numérique. Donc ce que je vous montre ici, bah, justement, c'est l'étude dont je parlais, l'autre étude autour de ça, de Janiga et al. Donc c'est le spectre de l'OLR, le même que celui que j'ai montré tout à l'heure ici pour les observations, représenté en nombre d'ondes, en abscisse et en fréquence en ordonnée. On va retrouver un peu ces diagrammes en V là, avec donc des pics d'énergie dans les ondes de Kelvin, dans la MJO, pour les ondes de Rossby et normalement pour les ondes d'Est. Donc ça, c'est pour les observations. Ils ont fait le même exercice pour les prévisions on va dire, de trois grands systèmes numériques. Donc le CEP en bas à gauche, le CFS, modèle américain, en bas à droite, et l'ensemble finalement américain en haut à droite. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement les représentations elles sont assez variables d'un modèle à l'autre. Globalement, il n'y en a pas un qui fait vraiment la même chose. Qu'on retient quand même, ça c'est assez connu, et c'est aussi pour ça qu'on a pris ce modèle dans MISVA, c'est que le CEP est quand même très bon globalement sur la représentation des ondes. C'est-à-dire qu'il fait un pic d'énergie dans la MJO, il fait un pic d'énergie même s'il est un peu faible pour les ondes de Kelvin, il fait un pic d'énergie pour les ondes de Rossby et la MRG, et les ondes d'Est. Donc ça c'est très bien. Si on compare pour CFS, qui est aussi pas mal utilisé parce qu'il y a des produits Tenorel de filtrage, ben on voit que sur les ondes de Kelvin par contre, clairement c'est pas quelque chose qu'il sait faire. Sur la MJO, il a une trace mais assez faible, et par contre il a un signal assez bon sur les ondes de Rossby. À l'inverse, donc le multi-modèle américain fait plutôt un bon travail qui est assez comparable au modèle du CEP. Donc ça c'est à avoir en tête, ça veut dire que finalement quand même selon les modèles qu'on prend, on aura une acuité plus ou moins forte à reproduire les ondes d'est ou les ondes équatoriales. Mais par contre, ce signal, ça veut dire qu'à partir du moment où il est reproduit, ça va amener de la prévisibilité au système en fait et un peu de crédibilité au scénario qu'on va regarder. Donc ça, c'était en guise d'introduction. Donc le plan qui va suivre, c'est assez classique. Donc je vais vous montrer les structures horizontales et ce qu'il y a à connaître sur les ondes d'est, la manière dont ça peut, donc, pardon, les ondes de Rossby équatoriales. Je vous montrerai ensuite des exemples d'impact sur la mousson ouest-africaine et sur la prévision. Et la deuxième partie sera plus dédiée à la basse fréquence et au rôle des modes océaniques. Donc je reprends ici la structure horizontale des ondes de Rossby. Donc je vous ai remis à droite le spectre de l'OLR, donc pour bien ancrer les idées. Donc les ondes de Rossby, ce sont plutôt dans le bas du spectre, donc les périodes assez lentes et des propagations vers l'ouest. Et donc ce qu'on voit, c'est ces ondes-là sont caractérisées par une structure symétrique par rapport à l'équateur, avec principalement marquée sur le tourbillon. Donc, je vous ai représenté ici les structures pour le vent de basse-couche en fait pour les ondes de Rossby. Donc, ce qu'on voit en général défiler pour les ondes avec une oscillation sur latitude, c'est un tourbillon cyclonique, plutôt localisé à l'ouest, avec son symétrique par rapport à l'équateur, un tourbillon anticyclonique, localisé plus à l'est, et donc avec ce quadripôle qui va se propager vers l'ouest. Donc, dans cette propagation, le flux qui vient de l'équateur, le flux de sud lorsqu'on est dans l'hémisphère nord, va être favorable à la convection. On va le voir pourquoi. Tandis que le flux nord de l'autre côté de l'équateur va également être favorable à la convection. Donc ça, sur l'Afrique, c'est rarement le cas, cet aspect très symétrique. Par contre, sur l'océan Pacifique, par exemple, c'est pas rare de croiser des structures dynamiques très symétriques avec quasiment des cyclogènes tropicales actives de chaque côté de l'équateur. Ça c'est déjà vu. Euh, voilà. Et donc cette structure-là, elle va avoir une périodicité, je l'ai dit, entre 15 et 60 jours, 10-70 jours, et des longueurs d'onde assez variables. Donc les signatures intéressantes sur ça, si vous vous souvenez du cours de la semaine dernière sur les ondes de Kelvin, finalement en termes de divergence, on va avoir quelque chose de peu marqué, si ce n'est le long de l'équateur, en tout cas peu marqué loin de l'équateur. On va plutôt avoir une structure qui va avoir une bonne signature sur le tourbillon, à cause de cette structure tourbillonnaire, sur le vent méridien, et on va le voir sur l'eau précipitable et la convection. Donc concrètement, sur l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces ondes de Rossby, selon là où elles vont se placer, elles vont pouvoir moduler le flux de mousson. Par exemple, si elles sont dans cette phase-là, phase d'ouest, moduler le flux transéquatorial, le flux méridien, selon qu'on est ici, ou par exemple générer des anomalies humides ou sèches, selon ce tourbillon, pendant environ une semaine à peu près. Là, c'était pour la structure théorique. Je vais vous montrer ensuite des structures observées. Donc pour ça, je vais commencer avec une vision globale des ondes de Rossby, qui est tirée d'une étude récente. Donc ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont pris
toute la gamme des températures de brillance, donc on va dire c'est l'équivalent de l'eau à l'air, associées aux ondes de Rossby, et qu'ils ont moyenné en longitude toutes ces ondes de Rossby pour le placer dans ce diagramme ici avec la latitude et la phase. Alors sachant que la phase, qu'on appelle la phase, ça va être une phase de maximum de convection ici, marquée à moins pi sur 2, une phase de minimum de convection marquée à moins pi sur 2, et entre les deux, les phases de transition. Donc ce qui est représenté ici, c'est donc la température de brillance en couleur et le vent 850. Donc ce que vous voyez, c'est que la température de brillance, du coup, par construction, on va avoir un minimum, par exemple, de température de brillance à 10 degrés nord, ici. C'est ce qui a été imposé pour construire le composite. Et ce qu'on récupère, c'est également un minimum de température de brillance à 10 degrés sud. Donc déjà, on récupère cet aspect très symétrique des ondes de Rossby équatoriales, aussi bien dans la phase active que dans la phase inactive. Et ensuite, on a superposé le vent à 850 correspondant à ces anomalies. Et ce qu'on retrouve, c'est ces deux gyres, donc un gire cyclonique ici, si vous voyez mon curseur là, de chaque côté de l'équateur, en phase active, et un gire anticyclonique de chaque côté de l'équateur en phase inactive, avec finalement un maximum de convection, ici représenté en violet, qui va avoir lieu finalement finalement, on pourrait dire à l'est du flux d'ouest et légèrement dans le flux de sud. Ça, c'est assez observé fréquemment. Donc finalement, une onde de Rossby, ça va être quoi? Ça va être cette propagation de phases, phase sèche, phase humide, de manière cohérente dans l'espace et dans le temps, vers l'ouest, à une certaine période et une certaine vitesse. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils sont allés au-delà, ils ont regardé aussi comment se structurent les paramètres thermodynamiques et dynamiques classiques. Donc ce que je vous montre ici, c'est la même chose, toujours des diagrammes en phase, mais par contre sur la verticale cette fois-ci, associée à l'onde de Rossby équatoriale, avec en couleur l'humidité spécifique, ici, et en contour la vitesse verticale en coordonnées pression. Donc négatif quand ça monte. Et attention ici, donc l'humidité spécifique est maximale, donc en anomalie quand on est rouge. Donc ce que vous voyez, on est en phase convective dans la phase pi sur 2. On retrouve un maximum d'ascendance durant cette phase associé à une humidité spécifique qui va être globalement maximale en fait en termes d'anomalie sur toute la troposphère. À l'inverse, pendant la phase subsidente, on a une anomalie sèche qui va être prépondérante vers 7,5 hectopascal, mais marquée sur toute la troposphère. Ça, c'est pour l'humidité. Donc déjà, ça explique aussi pourquoi les ondes de Rossby, enfin en tout cas, ça illustre pourquoi les ondes de Rossby, elles ont une bonne signature en eau précipitable, qu'effectivement, cette signature en humidité, on la retrouve sur toute la troposphère. Si je passe côté droit, vous voyez la même chose en contour, vitesse verticale, superposée à la divergence du vent à plusieurs niveaux, donc avec en bleu des zones de convergence, en rouge des zones de divergence. Si on se place à pi sur 2, au maximum de convection toujours, et on retrouve au niveau de l'ascendance de la convergence dans les basses couches, de manière assez fine, une fine couche de convergence, avec une altitude quasiment de manière barotrope de la divergence, qui répond un peu au schéma conceptuel qu'on a de la convection. Donc tout ça pour dire que donc, cette tourne est bien marquée en humidité. J'avais dû dire dans d'autres cours que c'est moins le cas sur la divergence, et c'est vrai, il y a une trace en divergence qui n'est pas nulle, mais qui est beaucoup moins prépondérante, beaucoup moins forte que les autres zones équatoriales. Pour illustrer ça, j'ai comparé avec ce qui est d'autres figures de l'article où on montre les ondes de Kelvin. Donc à gauche, c'est le même graphe que ce que je viens de vous montrer, avec l'ascendance ici et la divergence en altitude. À droite, on a fait le même exercice pour les ondes de Kelvin. Alors les ondes de Kelvin, attention, la phase active en convection, elle est ici, localisée dans l'ascendance. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a bien de la divergence en altitude, mais dans une proportion qui n'a rien à voir avec les ondes de Rossby. L'onde de Kelvin est une onde très marquée en divergence, et on le voit bien, c'est des amplitudes plus de 2 à 4 fois supérieures, avec des zones de convergence dans les basses couches qui sont en fait nettement plus complexes que pour l'onde de Rossby. On voit clairement que l'onde de Kelvin elle est plutôt barocline pour le coup, alors que l'onde de Rossby est plutôt barotrope. Donc pour le schéma conceptuel du fonctionnement d'une onde de Rossby équatoriale, de manière générique, on arrive à ça en fonction des phases. Ici la phase active, à moins pi sur 2, avec de l'activité nuageuse et de l'ascendance. Ici de la phase inactive, avec de la subsidence. On a représenté ici avec ce trait-là qui oscille l'anomalie d'eau précipitale, qui va donc être sèche dans la phase sèche, subsidente, et humide dans la phase cyclonique et ascendante, avec finalement une convection qui va être assez en bloc barotrope et un chauffage, c'est ce que montrait l'étude, qui est plutôt pondéré vers le haut, donc favorable à quelque chose de convectif et stratiforme. Donc maintenant, on revient sur l'Afrique et je vais vous montrer les structures vraiment observées sur l'Afrique. Donc, en termes donc c'est la même approche, une approche par phase humide à gauche, phase sèche à droite, des ondes de Rossby.
Et ce que vous voyez, c'est la trace en précipitation au sol correspondant à ces deux phases. Donc vous voyez que la phase sèche de l'onde de Rossby, elle est compositée ici, là, on voit Greenwich, elle impacte en fait une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, dans cette phase sèche, même si elle va être maximale au niveau de Greenwich. Lorsqu'on passe côté phase humide, à droite, vous voyez que c'est assez symétrique et qu'on retrouve à nouveau cet impact sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, on distingue presque l'anomalie suivante de signe opposé qui est en train d'arriver sur l'Afrique de l'Ouest. Donc une amplitude de cette onde qui est assez large, et c'est aussi l'intérêt de cette onde de Rossby équatoriale, c'est que de par son emprise spatiale, elle va impacter l'Afrique de l'Ouest pendant un certain temps. Je vous montre ici les structures dynamiques associées. Donc pour la phase sèche à gauche, phase humide à droite. On va commencer par la phase humide à droite avec en haut donc en vert le vent à 850, le vecteur vent à 850, en contour noir la divergence à 2,5 Pascal. On va commencer par celui-là. Donc ce qu'on retrouve c'est vous voyez en fait ce gire cyclonique ici, ce gire anticyclonique à droite, avec une anomalie de précipitation qui va être finalement entre les deux gyres, dans le flux de sud, légèrement dans le flux d'ouest. Donc ça correspond plutôt au schéma très global qu'on a vu tout à l'heure avec le diagramme de phase. Si on passe au diagramme du bas, ça représente le flux d'humidité en flèche, l'eau précipitable en contour rose et la convergence du flux d'humidité en noir. Là aussi, il y a une assez bonne cohérence entre l'anomalie de pluie et l'eau précipitable en rose, qui est bien marquée pour le coup pour cette onde, avec un flux d'humidité pour le coup qui repère encore mieux finalement les circulations cycloniques à l'ouest et anticycloniques à l'est associées à l'onde. Et finalement, la convergence d'humidité, elle se fait là où je vous disais, donc dans le flux d'ouest-sud-ouest, légèrement sur le bord est du gire cyclonique. Lorsqu'on se décale vers la gauche et qu'on passe dans une phase sèche, on a l'inverse. On retrouve donc ce gire, euh, donc bon, ça dépend comment on se déplace, mais donc là on est dans le gire anticyclonique ici, euh, pardon, cyclonique ici, anticyclonique là, et finalement au niveau du point de composite, on est non plus dans un flux d'ouest comme à droite, on est dans un flux d'ouest qui vient du nord, donc qui va être sec. Donc ce qui fait que la convergence d'humidité va être décalée un peu plus à l'est. Donc on retrouve en fait ce schéma dont je parlais tout à l'heure autour de Greenwich qui va être décalé de 20 degrés plus à l'est. Donc là aussi, ça montre qu'il y a une bonne cohérence spatiale de cette onde de Rossby selon les phases que l'on prend. Donc ça, c'est important. C'est vraiment ce qu'il faut retenir sur la structure horizontale. Deux tourbillons assez marqués à grande échelle, aussi bien sur le flux d'humidité que sur le vent 850, encore mieux marqué à 700, avec une convergence d'humidité qui se fait dans le flux de sud finalement entre les deux gyres et qui va être propice à la genèse de précipitations. Donc ensuite, il y a eu plusieurs études autour de ces ondes de Rossby. Ça, c'est une étude assez récente. Euh, il y a des études un peu plus anciennes des années 2010 où on classait les ondes de Rossby en deux types. Donc je vous le montre, plus pour information. Des ondes de Rossby plutôt lentes et des ondes de Rossby plutôt rapides. Donc ce que je vous montre ici, c'est une carte composite, toujours pareil, d'OLR, d'anomalie d'OLR en couleur, associée aux ondes de Rossby lentes. Alors ce qu'on appelle les ondes de Rossby lentes, c'est des ondes, si je reviens sur ce graphe ici, pardon, vous voyez que les ondes de Rossby, en fait, elles ont une gamme de périodes qui est assez large. Elles commencent à 10 jours, en haut ici, là, et elles finissent à 70 jours. Ce qui fait que lorsqu'on échantillonne toute cette gamme de périodes, on peut tomber sur des structures qui n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Donc c'est ce qu'ont fait ces auteurs. Donc ce qu'ils repèrent, c'est qu'il y a un mode qui domine sur l'Afrique, qui est donc des ondes de Rossby lentes, avec des périodes de 30 à 100 jours, une longueur d'onde assez grande, presque planétaire, de 13 000, enfin, quasi planétaire de 13 000 km. Et ce que trouvent ces auteurs, c'est que l'occurrence de cette onde de Rossby dans l'Afrique de l'Ouest, elle est associée au passage d'une MJO sur l'Inde. Donc c'est ce que nous montre ce composite. On va se mettre ici donc à T0 si vous voyez mon curseur, c'est un petit peu vers le bas. La couleur bleue nous indique une anomalie négative d'OLR, donc un pic de convection sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc le jeu, c'est de remonter dans le temps en allant vers le haut à T0-3, -6, -10, etc. Et si vous regardez, lorsqu'on remonte vers le haut, cette anomalie d'OLR, on la trace, on la voit revenir de l'Est à 10 jours avant. Là, on est à 12 jours avant. Si on continue, on arrive encore à la suivre à 18 jours, 20 jours avant. Donc 20 jours avant, ça fait 3 semaines. 3 semaines avant, cette anomalie d'OLR, elle est non pas sur l'Afrique, c'est pas le principe du composite. En fait, 3 semaines avant, la convection est active, même très active sur la partie océan Indien, avec un pattern qui est l'expression, une structure horizontale
qui est l'expression de la MJO sur l'Inde. Donc au passage de cette MJO, vous voyez qu'il va rester en place un certain temps, cette structure méridienne, là, on va voir s'évacuer vers l'ouest une anomalie de convection qui va se propager lentement et impacter l'Afrique de l'Ouest. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que lorsqu'on monitore également l'activité convective sur l'Inde et qu'on voit passer une MJO sur l'Inde, on peut s'attendre 2 à 3 semaines après à avoir une onde de Rossby qui impacte de manière significative l'activité convective sur l'Afrique de l'Ouest. On pense ensuite aux ondes de Rossby plus rapides. Donc ça, c'est souvent celles qu'on voit passer dans le cadre de MISVA plus au nord du continent. Donc elles ont des périodes plus courtes, de 10-30 jours, longueur d'onde de moitié. Il y a également des origines qui sont moins claires. Donc là, je vous ai montré le même type de diagramme. Des diagrammes composites de l'OLR et du vent de basse couche. Donc le temps de composite est ici, en haut à droite, là où c'est encadré. On voit donc une anomalie d'OLR minimale, un maximum de convection qui va être centré sur Greenwich. Et lorsqu'on regarde d'où vient cette anomalie, eh bien, on passe sur le panel de gauche, on la voit se propager, là aussi, euh, venir de l'est, donc, jusqu'à 10 jours avant. Par contre, c'est un peu moins net que ce qu'on voyait sur le cas précédent, où il y avait une grosse activité sur l'Inde. Ici, on a plutôt tendance en tout cas les auteurs, la trace sur le lac Victoria ou proche de l'Arabie, avec quelque chose qui se propage légèrement vers l'ouest, et ensuite, plus franchement, une fois qu'elle est établie sur le Sahel. Il y a d'autres auteurs qui font la même chose sur le flux d'humidité, pour les mêmes périodes. Sur le flux d'humidité, on voit une trace pour le coup extrêmement nette qui vient de l'Inde, qui suit ce parcours. Donc ça, c'est également ce qu'on voit dans MISVA. Donc là aussi, je dirais le même schéma conceptuel de fonctionnement. On retrouve euh, ce gire cyclonique à l'avant et anticyclonique à l'arrière, si ce n'est qu'elles vont impacter l'Afrique de l'Ouest moins longtemps. Je passe à quelques exemples, c'est pas de question. Donc, quels vont être les produits MISVA adaptés? Je montrerai tout à l'heure. Pour les ondes de Rossby, ça sera donc le vent méridien intégré, qui permet d'avoir une structure assez lisse des ondes de Rossby, les cartes d'anomalies d'eau précipitable, qui vont permettre de repérer ce transport d'humidité, ainsi que les cartes de filtrage d'ondes équatoriales. Donc là, je vais vous montrer un cas en fait de comment les ondes de Rossby impactent l'Afrique de l'Ouest. Comparé à d'autres régions du monde, la convection ne va pas se structurer directement à une échelle de 10-30 jours. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, elle va passer via l'activité des ondes d'est. Donc là, ce que je vous montre, c'est du vent méridien, c'est les cartes de vent méridien intégré pour ceux qui pratiquent MISVA. Pour ceux qui ne pratiquent pas, donc le vecteur vent ici est l'intégrale du vent entre 925 et 600 hectopascales. Et les couleurs, la même chose entre 925 et 850 hectopascales. Donc ça permet en fait de suivre les oscillations nord-sud qui passent sur l'Afrique de l'Ouest. Donc là, je vous ai pris un cas du 20 août 2019, justement un des pics que je vous ai montré tout à l'heure sur le premier graphe. Et ce que vous voyez sur le vent méridien intégré, c'est qu'on repère en fait une zone cyclonique assez large. Si vous voyez mon curseur, il prend en fait toute l'Afrique de l'Ouest. Donc cette zone, au départ, il n'y a pas d'onde d'est, c'est-à-dire on ne voit pas de grosses oscillations, de petites oscillations à fine échelle. On va voir, donc c'est ce gire en fait qui va évoluer dans le temps, légèrement se décaler vers l'ouest, le 21, le 22, et en fait au fur et à mesure qu'il se décale, on voit apparaître des structures de petite échelle ici, avec une oscillation flux de sud, flux de nord, flux de sud, flux de nord. Et en fait, ce passage du 20 au 22 août correspond à la genèse d'une onde d'est équatoriale, d'une onde d'est africaine, pardon. Donc, je vous montre ça avec les animations. Ça, c'est le gire cyclonique dont je vous parle, qui va être associé à une onde de Rossby équatoriale, de plus grande échelle que les ondes d'est africaines, dans lequel va se développer un premier gire à l'est, au niveau du Tchad, ici, et un deuxième gire plus à l'ouest, au niveau finalement de la Guinée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Quand l'onde de Rossby arrive, on observe un train d'ondes d'est qui se forme avec une onde à l'avant, une onde à l'arrière. Donc, je vous le montre ici aussi avec la décomposition du vent à 850 hectopascales associée à ces situations. Donc, ce transport méridien ici, quand on le regarde, si on isole la contribution des ondes équatoriales de Rossby et des ondes d'est, on retrouve ce gire cyclonique dont je vous parlais, à grande échelle, le 20, et on retrouve quelque chose qui n'est pas encore très structuré, qui est plus quelque chose proche d'une MRG au jour du 20 août. Lorsqu'on passe au 21, donc c'est là où les vortex commencent à se former, on retrouve le gire cyclonique toujours de l'onde de Rossby équatoriale. Par contre, on voit se structurer à l'est et à l'ouest
deux tourbillons à petite échelle qui sont des ondes d'est. Lorsqu'on arrive le 22, donc on a toujours l'onde de Rossby qui est toujours en place, qui a bougé très peu, et donc ces deux tourbillons qui sont en train de grossir, euh, pardon. Ça, c'est les jours d'après. Une fois que les ondes d'est sont initiées dans cet environnement du noyau cyclonique de l'onde de Rossby, en fait, ça grossit quand même très vite, comme vous le voyez, c'est un vrai train d'onde d'est assez marqué qui aura des impacts assez forts sur cette fin du mois d'août là. Je vous montre la même chose à 6,5 hectopascal, le vent à 6,5 hectopascal, avec les anomalies de vent méridien, et on contourne les traces du jet d'est africain, donc c'est-à-dire le jet de moyenne troposphère sur l'Afrique de l'Ouest. Je me suis placé avant l'arrivée euh, du gire cyclonique, le 16 août, donc là, il est naissant, on va dire, il est ici, là, on le voit. Vous voyez que le jet d'est africain est assez large, bien établi et assez fort. Jusqu'au 16, 17, 18. Lorsque le gire cyclique est en train de passer avec ce fameux flux de sud là, dans lequel il y a de la convergence d'humidité, vous voyez qu'en fait il va casser le jet d'est africain, générer une zone de cisaillement horizontale, barotrope, et on retrouve finalement ces deux noyaux de jet qui sont séparés d'un côté à l'ouest et d'un côté à l'est. En fait, c'est cette oscillation du jet d'est africain, euh, quelque part produite par l'arrivée de l'onde de Rossby équatoriale, qui va générer cette structuration des ondes d'est à l'avant et à l'arrière. Donc quelque chose à retenir, donc le passage d'un gire cyclonique au niveau du jet d'est africain favorise la genèse d'un train d'onde d'est africaine. J'ai passé ensuite à la basse fréquence. Donc ça c'était pour la carte d'identité un petit peu des ondes de Rossby. Pour ce qui est donc à retenir, donc une onde qui est bien marquée donc en tourbillon, en humidité, et qui peut favoriser l'activité des ondes d'est africaines. Donc si on passe à la basse fréquence océanique, comme je le disais, il y a moins de théories autour de ça, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'est pas régi par les mêmes systèmes d'équations, qui fait que sur la basse fréquence, on va plutôt dépendre des modes océaniques. Donc les modes océaniques, que je vais balayer un petit peu, qui sont donc ENSO, les modes de l'océan Indien, les modes de l'océan Atlantique. Donc ENSO, c'est sans doute celui qui est le plus connu, donc je ne vais pas m'attarder énormément, dans les phases Niño et Niña. La seule chose que je voudrais noter, c'est donc comment peuvent se manifester euh, les modulations de la basse fréquence sur ce qu'on voit un peu dans les produits MISVA, c'est-à-dire les modes stationnaires à l'échelle de la saison. Ils vont se manifester sur le potentiel de la vitesse à 200, la divergence d'altitude, l'eau précipitable et le vent zonal. Alors bien sûr, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau des températures de mer. Il ne faut pas oublier que cette basse fréquence, elle a un vrai relais avec l'atmosphère qui est pas toujours simple. Donc si je commence par la phase ENSO, je vous ai représenté ici les trois phases de l'ENSO, neutre, condition Niño, condition Niña, avec la modulation des cycles de Walker associés. Donc ce qu'on voit, donc déjà là en phase neutre, on peut regarder ce qui se passe. Donc on a toujours globalement une phase de convection active sur le continent maritime, c'est la cellule vraiment ascendante de la cellule de Walker. Et on voit que sur la partie africaine, on a plutôt une phase ascendante sur l'Afrique de l'Est, Afrique centrale, une phase subsidente sur la partie ouest de l'océan Indien, quelque chose de plus ascendant sur l'Amérique centrale. Ça, c'est le schéma un peu général. Lorsqu'on est en condition Niño, donc cette phase, ce pôle d'ascendance qu'on voit sur le Pacifique ouest va se décaler vers l'est, associé aux eaux chaudes, qui fait qu'en fait, ça va perturber tout le parcours de ciel de Walker, récupérer de la subsidence sur le continent maritime, et finalement avoir un pic d'ascendance accru sur toute la partie Afrique centrale, Afrique de l'Est. Ça veut dire quoi? Donc ça va vouloir dire un potentiel de vitesse à 200 bien marqué sur cette région et sur la partie Pacifique ouest, sans doute une anomalie d'eau précipitable bien marquée dans les basses couches également, pardon, bien marquée tout court, sur la partie Pacifique ouest. Et à l'inverse, lorsqu'on passe en condition Niña, on va avoir l'inverse, des conditions subsidantes sur le Pacifique ouest et renforcées sur le continent maritime, avec cette fois-ci non plus une zone de convection active, mais plutôt subsidante sur la partie est africaine. Donc du coup, l'intérêt de monitorer ça, c'est aussi d'aller sur les différents sites qui proposent du monitoring pour tracer l'évolution de la basse fréquence. Donc, ça, c'était pour le mode Niño. Je vous présente ici le mode Atlantique Niño, et je vais plutôt vous présenter ça directement. C'est le petit frère du Niño Pacifique, mais donc sur l'Atlantique. Et il a sans doute autant d'effets que le Niño Pacifique sur la partie africaine. Donc ce que je vous montre, c'est ici les cartes d'anomalies de température de surface de mer associées au mode Atlantique Niño. Et comme vous le voyez, ce mode, donc il est assez large, assez répandu.
et il trace relativement bien la zone de la langue d'eau froide, cette zone qui se refroidit pendant l'été à l'arrivée de la mousson. Il explique 30% de la variance de la température de mer. Et à droite, ce que je vous ai mis, c'est la corrélation entre la température de surface de mer associée au niveau atlantique et la pluie. Et ce que vous voyez, ce sont des corrélations positives sur une bonne partie de la côte et des pays les plus au sud, et négatives sur une bonne frange nord du Sahel, avec une zone de convergence, pardon, une zone de convergence qui va être renforcée le long du golfe de Guinée. Donc ça, c'est important, ça veut dire que selon la mise en place de la langue d'eau froide, selon son intensité, ça va jouer sur la basse fréquence, ça va jouer sur la mousson africaine. Et donc en termes de basse fréquence, on va retrouver, pour le coup, si on est en phase positive, une zone de convergence de basse couche marquée ici, une zone de divergence d'altitude marquée au même endroit, et une eau précipitale maximale. Juste, je voulais marquer, en fait, il faut bien voir que cette anomalie chaude, ça reste une anomalie, c'est-à-dire que chaque année, la langue d'eau froide se met en place, et elle va arriver de manière plus ou moins précoce et plus ou moins marquée. Et donc ce sont les variabilités, les variances de cette langue d'eau froide qui va générer le mode Atlantique Niño. Ah, j'ai réussi à bloquer. J'ai toujours mon écran. Donc je vous montre un exemple de l'expression de la basse fréquence pour l'année dernière. L'année dernière qui était une année assez intéressante parce qu'il y avait un mode Atlantique Niño assez marqué, une phase légèrement, on va dire neutre pour la partie ENSO, et une phase sur l'océan Indien euh, assez forte également. Donc, ce que je vous montre ici, c'est des moyennes hebdomadaires du potentiel de vitesse, d'anomalies de potentiel de vitesse, c'est des moyennes mensuelles même, pardon, pour le mois de mai, juin, juillet et août. Donc, ce que vous voyez, c'est que d'une part, les couleurs bleues, vertes indiquent de la divergence d'altitude à 200 hectopascales. Ce que vous voyez sur ces champs, c'est que d'une part, sur l'Afrique par exemple, au sens large du terme, on est dans des divergences d'altitude assez marquées, qui ne bougent pas pendant les 4 mois, mais par contre qui varient en intensité selon les mois, avec un pôle très actif au cours du mois de juin, ici, là, sur le golfe de Guinée, qui s'est maintenu comme ça tout le mois de juillet, qui a légèrement migré au nord pendant la fin de saison. Donc ça, là, cette trace en potentiel de vitesse favorable à la convection, en divergence d'altitude, c'est la trace du mode Atlantique Niño. Et vous le voyez sur cette période, c'était le signal nettement dominant. Donc ça, typiquement, ça veut dire qu'on est capable d'expliquer la signature basse fréquence au fur et à mesure de la saison, puisque c'est ce qu'on monitore dans l'ISVA. Je vous montre la même chose pour l'eau précipitable, même année, donc avec toujours pareil, des mois de mai à août, en allant de haut en bas. Et ce que vous voyez, donc les couleurs marron indiquent une anomalie sèche, les couleurs humides indiquent une anomalie humide, pardon, les couleurs bleues là. Et ce que vous voyez, c'est qu'on avait bien donc cette anomalie humide sur le golfe de Guinée, associée à une anomalie chaude, qui a perduré en fait tout le long et qui s'est même propagée jusqu'à l'Amérique centrale, et une anomalie sèche qui était en place pendant quasiment toute la saison, c'est ce qu'on a vu la saison dernière, une anomalie sèche qui a eu du mal à partir, si ce n'est en toute fin de saison. Donc là, on la retrouve très fortement. Donc ça veut dire quelque chose d'intéressant, ça veut dire qu'à partir du moment où on voit qu'il y a un Atlantique Niño qui est anticipé, donc qui est prévu, donc on voit démarrer, on peut s'attendre à ce genre de schéma conceptuel où on va avoir un dipôle humide sur le golfe de Guinée, sec sur la partie continentale, et donc qui va quand même défavoriser les pluies de manière assez conséquente. Ce qui fait que, pour retenir sur ça, finalement, la saison dernière, je vais finir avec un exemple là-dessus, ça va se résumer à une compétition entre une basse fréquence, qui était dominante pour le coup, sèche sur le continent, humide sur le golfe de Guinée, et les autres ondes équatoriales qui vont essayer donc de passer, de se frayer un chemin, de moduler la convection sur cette basse fréquence qui domine. Donc l'exemple que je vous montre ici, c'est justement un exemple de compétition entre les ondes de Rossby équatoriales et le Niño atlantique. Donc là, je vous ai pris une carte hebdomadaire d'anomalies d'eau précipitable, toujours, du 20 septembre au 26 septembre 2021. Donc les anomalies d'eau précipitable, c'est celles qui sont en couleur, là. Donc on trouve cette anomalie sèche sur le nord du continent, humide sur la partie golfe de Guinée. Et ce que j'ai représenté en contour, c'est les contributions des ondes équatoriales. Donc on va se focaliser sur le contour violet, la basse fréquence. Vous voyez qu'il y a un pointillé, ça veut dire qu'elle est sèche, ce qui veut dire que cette anomalie qu'on voit en marron derrière, elle est principalement due à la basse fréquence. Et une anomalie qui est humide sur le golfe de Guinée, là aussi, qui est due à la basse fréquence. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est quasiment pas bougé de la saison, on a vu.
par-dessus quoi va se superposer les ondes équatoriales. Et là, je voudrais qu'on se focalise sur le contour rouge. Le contour rouge, bah, vous voyez actuellement, à ce moment-là, sur l'Afrique de l'Ouest, était en train de passer une onde de Rossby équatoriale dans sa phase sèche. Donc il a dû accentuer cette sécheresse sur l'Afrique de l'Ouest pendant cette semaine-là. Et si on regarde ce qui se passe un peu plus à l'est, on voit qu'il y a également, donc, pour le coup, une basse fréquence qui est en train de se former ici sur l'Indien, en violet, avec une onde de Rossby dans une phase humide, qui est assez active et bien marquée avec deux contours, donc, qui indiquent qu'elle est bien humide. Ça, c'est pour la basse fréquence et les ondes de Rossby à cet instant donné. Ce que je vais vous montrer derrière, c'est le défilé, la séquence temporelle de ce qui s'est passé. Donc, on va retrouver la carte que je viens de vous montrer en haut à gauche, et on fait défiler en fait en allant de haut en bas, puis de gauche à droite. Donc, on retrouve ici donc la basse fréquence là, dont je vous parlais. C'est la semaine d'après, hein, pardon. Donc ça, c'est l'onde de Rossby qu'on a repérée dans sa phase humide sur la partie indienne. Est-ce qu'elle est précédée d'une anomalie sèche? Et ce que vous voyez, c'est que ce dipôle là va se déplacer vers l'ouest, ici et ici. Il va croiser la basse fréquence en contour violet, qui elle ne bouge pas. Vous voyez, la basse fréquence, c'est elle qui maintient cette anomalie sèche quasiment tout le long. Donc cette onde de Rossby, elle va arriver. Donc la phase sèche va renforcer euh, la sécheresse dont on parlait. La phase humide, elle va arriver donc la semaine du 11 octobre. On va essayer de se frayer un chemin. En fait, vous voyez, elle va arriver à dominer la basse fréquence sèche pour arriver à inverser le signal. Le signal total, c'est celui qui est en couleur derrière, avec trois contours, quatre contours, donc une anomalie autour de 8 mm en eau précipitable, ce qui est beaucoup. Et elle va continuer sa route vers l'océan Atlantique. Donc ça, c'était un événement important parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette onde de Rossby, on aurait continué la fin de saison en étant en anomalie sèche. Et on avait, c'est ce qu'on avait anticipé d'ailleurs, une fin de saison assez rapide. Mais grâce à cette onde de Rossby qui venait justement de l'océan Indien, et si on regarde bien, la MJO est également active. Donc ça rentrerait dans le cadre des ondes de Rossby lentes là, dont je parlais tout à l'heure. Bah, cette onde de Rossby, elle s'est décalée vers l'ouest. Elle a réussi à renverser la vapeur sur l'Afrique de l'Ouest pour amener suffisamment d'humidité et générer des pluies. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que ça a quasiment annihilé la partie basse fréquence. C'est-à-dire que derrière, il y a un relais avec les sols qui permettent d'avoir un recyclage de l'eau, qui permet de maintenir ensuite l'activité convective pendant quelques jours. Ça, c'est pour la partie observation. Je vous montre ensuite la partie prévision, ce qui était prévu avec donc la partie prévision mensuelle du CEP pour trois initialisations, 5 octobre, 2 octobre et 18 octobre. Et je vous ai mis en carré rouge la vignette qui correspond à la semaine justement où l'onde de Rossby était active. Ce qui était intéressant, c'est que justement cette basse fréquence a été tellement établie que cette compétition entre basse fréquence et onde équatoriale, les modèles ont du mal des fois à la faire. Donc ce qu'on voit sur le run du 5, c'est que cette onde de Rossby, elle était donc sur l'Inde à ce moment-là. Elle est arrivée aux abords du Sahel central. Et lorsqu'elle est arrivée aux abords du Sahel central, le run du 5 la faisait mourir en fait dans la basse fréquence et péricliter derrière. Ça, c'est le run du 5 qui nous avait poussé à dire que la saison était quasi finie. On prend le run du 12 cette fois-ci. Donc on avance d'une semaine pour se repérer sur la bonne semaine. Bah, l'onde de Rossby, finalement, elle est arrivée quand même bien plus marquée que ce qui était prévu. Vous voyez, il y avait deux contours ici, il y en a plus de trois ici. Donc, quelque chose qui avait quand même une vraie amplitude et qui a grossi au passage de l'Éthiopie. Ce qui fait qu'en semaine 2, cette fois-ci, on n'avait plus quelque chose qui était une onde de Rossby qui meurt dans la basse fréquence, mais quelque chose qui est déjà capable de renverser la vapeur. Ça, c'était le 12. Et finalement, le run du 18 montre la prévision pour la semaine 1, avec quelque chose qui, cette fois, est dominé par l'onde de Rossby équatoriale, et qui va amener ces pluies un peu exceptionnelles de fin de saison pendant 2 semaines. Je vous disais derrière, quelque chose qui inverse presque la vapeur sur le continent, avec une basse fréquence qui devient négligeable. Donc là, c'est un des effets notables quand même des ondes de Rossby, de bien connaître ces ondes-là. D'une part, ça amène de la prévisibilité, on les voit arriver longtemps à l'avance. D'autre part, ça peut moduler de manière forte le profit d'une saison. Je passe à la suite pour les modes océaniques. Pour les modes océaniques atlantiques, il y en a un deuxième à connaître qui explique 22% de la variance. J'ai pas été très prolixe là sur les légendes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dipôle méridien de l'Atlantique tropical, avec une anomalie de température de mer qui va être positive, en tout cas, disons positive dans l'hémisphère sud, négative dans l'hémisphère nord, ou l'inverse selon les phases qu'on représente. Donc c'est un mode assez important puisqu'il explique 22% de la variance. Et lorsqu'on regarde les corrélations aux précipitations, ici là, en bas à droite, on retrouve cet aspect dipôle avec quelque chose qui va être euh, donc positif. Donc si on se place dans un dipôle avec une anomalie froide ici et chaude en haut, on va avoir quelque chose qui va être donc une anomalie
négative ici et positive en haut. Donc ça veut dire que ça va générer le dipôle de précipitation inverse. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Avec ce code de couleur, on a une anomalie chaude-froide, d'un côté hémisphère sud, hémisphère nord, et on retrouve une corrélation positive, donc des pluies renforcées sur le golfe de Guinée en anomalie chaude à l'hémisphère sud, et décroissante, négative, côté continent. Passe à l'océan Indien. Sur l'océan Indien, il y a un mode à connaître qui est ce qu'on appelle l'Indian Ocean Dipole, l'IOD. L'IOD, en fait, il détecte la variation des températures de mer et de la thermocline entre l'est et l'ouest du bassin indien. Ce qui est intéressant, toujours pareil, un peu comme le Niño, c'est que ça va moduler les cellules de Walker locales. Donc, lorsqu'on est dans une phase positive de l'Indian Ocean Dipole, on va avoir un bassin ouest pardon, qui va être plus chaud et favoriser la convection avec une anomalie de précipitable et de divergence en altitude. Et donc une convection qui va être renforcée, notamment sur la corne de l'Afrique. En phase négative, c'est l'inverse. Cette région ouest va devenir froide, la partie continent maritime va devenir chaude. On va avoir une convection renforcée sur la partie continent maritime et de la convection inhibée donc sur la partie est africaine. Ça, c'est un mode intéressant. Pourquoi? Parce que d'une part, ça module l'activité de la mousson indienne et donc potentiellement les ondes de Rossby qu'on peut y générer. Ça module également l'activité de la convection sur l'Afrique centrale. Ça, c'est l'objet des trois graphes que je vous montre ici. C'est le lien entre l'Afrique centrale, donc tout ce qui est Cameroun, RDC, Congo, et l'Indian Ocean Dipole. Ici à gauche, c'est donc la corrélation entre le cumul de pluie et l'indice IOD. À droite, sur la fréquence, vous voyez, c'est que c'est assez bien corrélé de manière significative. Et en bas ici, en fait, ce sont des diagrammes synthétiques qui vous permettent de savoir dans quel sens la corrélation marche. Donc, ce qu'ont fait les auteurs, c'est une dissociation entre les phases positives à gauche et négatives à droite de l'IOD, avec la quantité de pluie en violet, la fréquence des pluies en vert, l'intensité en jaune, les jours de forte pluie en bleu et les jours très secs en rouge. Donc, ce que vous voyez, c'est que la phase positive de l'IOD, donc avec de la convection renforcée à l'ouest de l'océan Indien, donc sur la corne de l'Afrique, va quand même percoler jusqu'à l'Afrique centrale, avec globalement des cumuls plus forts, notamment à cause d'une fréquence de pluie plus forte, pas vraiment d'intensité, des jours d'extrême plus forts et beaucoup moins de jours secs. La phase négative de l'IOD est assez symétrique. On retrouve une anomalie négative en pluie, si ce n'est qu'elle est pilotée par une combinaison de moindre fréquence et moindre intensité, avec par contre une occurrence de jours secs renforcée. Donc c'est intéressant à suivre sur l'IOD, ce qui fait que ça donne une source de prévisibilité supplémentaire en termes d'environnement de la convection. Au moins pour l'Afrique centrale, c'est pas beaucoup documenté actuellement en termes de recherche sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Si ce n'est sur cette étude de synthèse, donc là j'en arrive au bout de la partie cours. Donc c'est dans l'idée de vous donner une synthèse sur les modes océaniques, j'ai repris cette étude là de Gourou. Bon, ils ont investigué en fait la réponse à différents indices océaniques sur l'Afrique de l'Ouest au sens large en fonction du cycle saisonnier. Donc on va le balayer tranquillement. Donc vous voyez ici les différentes saisons. Donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et en fonction des saisons, on va repérer l'impact de l'ENSO. Et ce que vous voyez, c'est que l'impact de l'ENSO, que ce soit à travers le NIO 3 et le NIO 4, c'est des boîtes plus ou moins à l'ouest, on n'a pas le même impact selon la saison. Finalement, un impact qui est faible pendant les saisons d'hiver, un impact qui est plus fort pendant les saisons d'été, notamment avec l'impact du Niño 4 pendant l'été. C'est une anticorrélation, ça veut dire qu'une phase Niña, plutôt dans le Pacifique central, favorise des pluies pendant l'été sur l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le cas de cette année par exemple. Un Niño 3 et un Niño 4 qui sont bien marqués, donc on est dans ce cadre-là en 2022. Et un Niño 3 qui va plutôt impacter la fin de saison sur une large partie de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de savoir et de faire le lien entre la prévision saisonnière, qui se sert principalement de ça comme lien, et la prévision subsaisonnière synoptique, dans l'idée que c'est cette basse fréquence qui va servir finalement de mer porteuse aux zones équatoriales. Et je passe à la suite, on passe sur l'océan Indien, la deuxième ligne. Différents indices, c'est pas tout à fait l'IAOD ce qu'ils ont compilé, c'est plus l'océan Indien central pour montrer que ça a également un impact. Ce qu'on voit, c'est que l'impact globalement il est faible,
si ce n'est un tout petit peu en GGS sur la partie plutôt Sahel-Ouest, où là c'est anticorrélé, et surtout sur la partie Afrique de l'Ouest globale pour la fin de saison. Et là c'est intéressant parce que ça retombe sur ce qu'on avait vu en 2019 et 2020, où effectivement l'océan Indien était assez chaud à la fois dans la partie ouest et centrale, et ça a bien correspondu à comme ça une fin de saison très humide, notamment via les ondes de Rossby. Donc on trouve quand même une certaine physique associée à ça. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est important aussi sur la Méditerranée, aussi parce que c'est quelque chose d'un peu plus documenté dans la communauté MISVA. Donc, la mer Méditerranée, c'est aussi une source d'humidité assez forte pour l'Afrique de l'Ouest, avec un schéma conceptuel qui est qu'une Méditerranée chaude aide la mousson à monter vers le nord en l'alimentant en humidité. Et on retrouve ça en fait principalement donc, avec différents indices, mais les deux plus intéressants c'est ceux-là. Donc c'est des indices sur la Méditerranée au sens large, ou Méditerranée sur la partie est. Vous retrouvez une corrélation positive, donc qui veut dire qu'une anomalie chaude sur la Méditerranée implique des pluies plus fortes sur l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai en été, c'est surtout vrai là aussi en fin de saison. Donc toujours pareil, quelque chose qui va être à monitorer dans les champs de basse fréquence. Et le dernier pour finir, la partie atlantique, qu'on repère souvent avec cet indice Atlantique 3, donc qui est la boîte au-dessus de la- la langue d'eau froide. Vous voyez que l'impact, il n'est pas forcément net pendant le début d'année, je dirais si ce n'est sur la côte. Il est beaucoup plus net pendant la saison d'été, avec justement des températures de mer chaudes qui vont être corrélées à des pluies excédentaires sur la côte et déficitaires sur le Sahel central pendant la saison des pluies. Donc ça, c'est quand même le scénario qu'on avait en 2021, et quelque chose qui va être moins vrai en allant vers la fin du cycle annuel. Je pense que j'arrive au bout. Et oui. Donc je vous remercie. J'espère que vous êtes encore connectés. Si vous avez des questions, je peux prendre quelques questions là. Et ensuite, je vous montrerai des produits donc, adaptés pour illustrer tout ça, à la fois la basse fréquence et les ondes de Rossby, directement sur le site MISVA, pour que ce soit un peu plus interactif. Est-ce que vous avez des questions? De voir est-ce que ces produits sont disponibles directement sur le site à partir de basse fréquence. Oui, oui, je vais vous montrer sur le site où ça se trouve là. Je peux quitter ce partage là. C'est l'idée, hein, c'est de pratiquer. Pas de questions sur l'aspect plus théorique, on va dire? Non. Donc je Euh, vous propose. Juste une question rapide sur les différentes cartes que tu as montrées où on voit en fait des isolignes de différentes couleurs pour les différentes ondes et puis en fond la couleur c'est le total, j'ai Ouais. presque j'ai compris. Là le champ c'est quoi en fait? C'est une divergence en altitude qui te sert à calculer ces isolignes. Qu'est-ce que tu isolignes en fait? Ah oui, en fait, j'ai souligné les paramètres que je veux, et ce que j'ai montré, c'était l'eau précipitable. Ah d'accord, c'était C'était l'eau l'anomalie d'eau précipitable. D'accord, précipitable, mais la question est bonne puisqu'on le fait sur pas mal de choses. Alors, je peux le d'accord. remontrer là sur le site MISVA. C'était justement l'idée que ces anomalies intrasaisonnières, totales, entre guillemets, on peut les calculer sur n'importe quel champ, la pluie, potentiel de vitesse, vent ou précipitable, calculer la contribution des ondes. Par contre, on a des choses qui vont pas forcément être toujours similaires à cause de la différente signature des ondes selon les paramètres. Mhm, d'accord. Merci, ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran à nouveau. Hop. Est-ce que vous voyez mon navigateur là sur la page formation? Oui, ça marche. Ok. Ah, pardon, j'étais en train de naviguer également. Donc, on va sur le site MISVA. Je vous propose de regarder un peu de manière couplée les ondes de Rossby et la basse fréquence. Donc, je fais un peu comme la dernière fois, histoire de vous montrer comment je les repère. Donc, donc ça c'est le site MISVA. On va dans prévision synoptique. Et ce que je vais faire, je vais regarder les Hofmüller, le diagramme longitude-temps, qui détecte l'activité des ondes. Donc, je clique sur le domaine qui est global. Ici, j'ai les paramètres, potentiel de vitesse au précipitable. Je vais mettre sur le domaine 5 nord, 15 nord. Et donc ça, c'est la prévision des analyses du jour. Donc normalement, vous devez voir mon écran là. Donc à gauche, c'est potentiel de vitesse. Et on va aller directement également à droite avec l'eau précipitable. Donc ça veut dire quoi? Que le champ en couleur, c'est le champ dont je parle. Donc à gauche, là, le potentiel de vitesse à 200. Et chaque contour représente la contribution des ondes équatoriales.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le potentiel de vitesse, vu que l'onde de Rossby, elle n'est pas très divergente, il y a des chances qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, l'onde de Rossby, si vous regardez le code couleur, elle est en rouge. Et si vous regardez en rouge, effectivement, bah, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est une onde de Rossby qui a l'air de passer autour de mai. Ça, c'est une première chose. On peut également regarder la basse fréquence, que j'ai pas mis dans la légende, mais qui est en violet. Donc en ce moment, la basse fréquence violette, si vous voyez bien mon écran. Donc ici, on a Greenwich, donc c'est le centre de l'Afrique. Ici, 60 est, 60 ouest. Actuellement, on a quoi? On a donc une basse fréquence qui a de la divergence d'altitude autour de 60 degrés est, c'est le contour violet là, qu'on voit en fait qui est assez actif ici là, en couleur. Et de la basse fréquence qui est donc de la convergence d'altitude subsidence associée au pointillé violet autour de 120 ouest. Donc ça, c'est la trace de Nina, par exemple. On peut déjà le dire à vue d'œil. Ça, c'est une première chose. Donc, si je me penche cette fois-ci sur l'eau précipitable, donc l'eau précipitable, on a vu que c'était un paramètre sur lequel l'onde de Rossby marquait bien. Là, on voit d'autres choses. Déjà, on voit des phases humides et des phases sèches qui alternent. Ça, c'est donc, au-dessus de ce trait, là, donc on part du 18 mai au 6 juillet. On peut voir ce qui s'est passé a posteriori. Donc, on peut voir justement qu'il y a eu une phase humide entre le 15 et le 22 juin sur l'Afrique de l'Ouest. Ça a correspondu là, c'est ce début mousson qui était assez actif et qui était justement associé à un contour rouge, donc une onde de Rossby. Une onde de Rossby qui s'est amplifiée au passage du Sahel et qu'on voit en fait tracer finalement quand même de très très loin. Hein. Comme je vous disais, elles avancent lentement et les impacts, elles ont pas mal de prévisibilité. De la même manière, on en voit une deuxième courant mai là, qui doit correspondre aux forts événements qu'il y avait eu sur le Sénégal et qu'on voit également très très marqué en eau précipitale. Si je regarde de la même manière la basse fréquence, je retrouve une basse fréquence sèche ici là où j'avais de la suffisance tout à l'heure en pointillé, et quelque chose qui n'est pas si marqué que ça en humidité sur l'océan Indien, sans doute parce que c'est déjà très humide. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les cartes qui correspondent à ça autour du 15 juin pour cet événement-là d'onde de Rossby. Donc pour ce faire, je vais revenir ici dans prévision. Je peux vous montrer, je pense que je vais vous montrer ça en premier, les cartes de filtrage d'onde équatoriale. Donc je vais mettre sur la date du 15 juin, ici. Et après, je vais sélectionner ce qui m'intéresse. On va commencer par le vecteur vent, on va dire à 7,5 hectopascal, dans le domaine africain. Et donc, ce sont les cartes qui sont ici. Donc, en haut à gauche, c'est l'anomalie intrasaisonnière. Et on va focaliser sur celle-là. Là. Donc, la contribution des ondes de Rossby. Donc, déjà, ce jour J, le 15 juin, là, vous repérez en fait ce que je vous ai montré en carte composite et qu'on retrouve très bien à l'œil. Un gir cyclonique qui est en train d'impacter la partie Sahel centrale, Sahel ouest. Un gir anticyclonique, vous voyez ici. Donc ça, c'est la date du 15 juin, avec un flux de sud qui va être là, et donc une convergence d'humidité qui devrait avoir lieu ici ce jour-là, associée à l'onde de Rossby. Et donc si je vous montre ça, vous allez voir ce gir, il va se déplacer très légèrement vers l'ouest de chaque jour, de jour en jour. Il va se renforcer, et finalement, vous voyez, le gir anticyclonique, par exemple, il a mis une semaine à traverser le Sahel. De la même manière, le gir cyclonique, il a mis une semaine à traverser le Sahel. Donc ça, c'est l'illustration en temps réel sur un cas réel d'un passage d'une onde de Rossby. Ce qui est intéressant par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que dans ce gir cyclonique, vous retrouvez à gauche l'activité des ondes d'est. Et si vous regardez, ça a effectivement généré aussi un train d'onde d'est, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure là sur le cas de 2019. Donc ça, c'est quand même un cas qu'on voit passer assez souvent. On peut jeter un œil à la basse fréquence. Donc la basse fréquence, regardez comme ça en vent, ça va être compliqué, mais ça ne va pas bouger beaucoup, c'est l'intérêt. Vous regardez ici donc, vous voyez que cette structure, elle bouge relativement peu, avec une structure qui va être cyclonique sur le golfe de Guinée. Actuellement, je pense qu'on était à ce moment-là en anomalie légèrement chaude, et plutôt donc en anomalie également cyclonique sur la partie ouest indien. Ça, c'est pour la partie vecteur vent. Je vous propose de regarder la fonction de courant. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que moi, c'est des graphes que je connais bien, donc je peux en parler pas mal. Donc pourquoi la fonction de courant? Parce qu'en fait, ça fonctionne comme le tourbillon, au signe près, et que c'est un peu plus lisse que le tourbillon. Donc ce que je vous montre ici, pareil, c'est la même date, c'est le 15 juin. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on voyait le gir cyclonique partir à l'ouest et le gir anticyclonique partir à l'est. Donc je vous montre juste ce diagramme-là, où en fait, là, les contours bleus représentent la fonction de courant associée du tourbillon cyclonique. Donc vous allez voir cette anomalie bleue, là, partir vers l'ouest et se décaler.
qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit même la signature symétrique ici, là, euh, côté hémisphère sud, hémisphère nord, qu'on n'avait pas sur la première. Je reviens en arrière. Ce qui est intéressant derrière, c'est de mettre en relation avec l'anomalie intrasaisonnière totale. Ce qu'on voit en fait, c'est que ce gros patch anticyclonique là, qui était sur le Tchad et la Libye, bah, il vient vraiment de l'onde de Rossby, et que cette grosse patate là, qui était cyclonique, bah, elle venait de plusieurs choses, à la fois le gire cyclonique de l'équateur de Rossby, et à la fois l'action des ondes d'est. On le voit assez bien quand on avance. Là, ça se renforce en phase avec l'onde de Rossby, et ça passe. Le dernier produit qui est intéressant dans cette gamme, c'est de superposer à la fonction de courant l'eau précipitable. Comme on l'a vu, normalement, la fonction de courant, elle est ici. Le maximum d'eau précipitable, il est censé être à l'interface entre les deux. Il y a un produit qui fait ça, et le produit PW, fonction de courant. Je vais peut-être commencer par PW et le vent, donc l'eau précipitable, hein, qu'on appelle PW. Ici, c'est pareil, donc je me remets sur l'anomalie intrasaisonnière totale. On voit que c'était humide, globalement sur toute la région ouest-africaine, et on voit que cette humidité, elle a duré une semaine, là, lorsque j'avance les échéances. Vous voyez, c'est quelque chose qui passe, mais qui globalement est là. Cette humidité, si je me mets sur la contribution de l'onde de Rossby, vous allez la voir passer, pareil, légèrement vers l'ouest, et passer jusqu'à Dakar, jusqu'à rejoindre l'Atlantique tropicale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les structures de vent associées. On retrouve donc le gire cyclonique ici, anticyclonique là, avec le max d'humidité qui va être dans le flux de sud. Donc on voit en fait, finalement à grande échelle, cette oscillation entre séquences sèches, séquences humides, etc. On va même pousser le vis, je ne l'ai pas vérifié avant, mais c'est forcément global. Vous allez voir que les zones équatoriales de Rossby, c'est quand même quelque chose qui a une signature assez large. On est ici, là, ça c'est une vision globale des ondes de Rossby. Et vous voyez que pour le coup, des ondes de Rossby, il y en avait combien? Il y en avait une, sans doute deux, peut-être trois actives. Et on les voit se déplacer vraiment en phase, avec des anomalies symétriques sèches, ici, et ici, côté continent maritime. C'est quelque chose d'assez isolé dans l'anomalie humide qui nous intéresse. Juste pour se donner un ordre de grandeur par rapport aux ondes d'est, vous voyez, il y a environ 2 à 3 ondes d'est au sein d'une onde de Rossby. C'est une notion d'échelle qui est importante. L'onde d'est va vraiment piloter l'occurrence de la convection, le temps qu'il fait de jour le jour. L'onde de Rossby équatoriale va plutôt piloter l'activité à l'échelle de la semaine ou de la décade. De la même manière, on peut regarder la basse fréquence qui est ici. La basse fréquence au jour le jour, évidemment, ça ne va pas bouger. Vous le voyez, hein, c'est les différentes échéances. Et ce qu'on voit, c'est que donc on a une anomalie donc sèche sur une bonne partie de l'Atlantique tropical. On avait vu donc il y avait une anomalie humide déjà sur la Mauritanie. C'est quelque chose qu'on a vu avec beaucoup de systèmes qui passent au nord. Une anomalie humide donc sur la partie est de l'océan Indien, qui correspond donc à un IOD négatif. On verra tout à l'heure. Là, c'est pour la partie onde. Je vais ensuite cliquer sur la partie carte pour vous montrer ça et revenir sur des champs plus traditionnels. Je vais finir avec la décomposition des ondes sur le potentiel de vitesse. On va se mettre le 15 juin. Donc le 15 juin, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu l'onde de Rossby qui passait là. Donc là, lorsque je m'y mets, les légendes sont là. Hein. Onde de Rossby en rouge, basse fréquence en violet, MJO en noir. Donc forcément, sur potentiel de vitesse, on ne va pas voir grand-chose. On va surtout voir passer la MJO et l'onde de Kelvin. Par contre, malgré tout, cette onde de Rossby a été tellement forte qu'elle a réussi à avoir une signature quasiment comparable à une onde de Kelvin sur cet événement-là. C'est ce qu'on voit apparaître. Je ne sais pas si vous l'avez vu là. On va voir en fait naître autour de Greenwich, là, le 17, s'amplifier et avancer lentement ici vers l'ouest. Donc ça, c'est assez rare. Ça veut dire que c'était une grosse onde de Rossby. Si je vous mets la même chose pour l'eau précipitable, on va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une autre vision avec toutes les ondes superposées. Et on revient au début. Donc on va retrouver cette onde de Rossby, ici en rouge, qui est associée à l'anomalie un peu générale. J'espère que vous voyez quelque chose. Hein. Avec en couleur bleu cyan, là, la contribution des ondes d'est. Vous allez voir cette grosse patate rouge, là, entourée avec deux anomalies couleur cyan, elle va se déplacer vers l'ouest, avec une onde d'est qui la rattrape et qui continue derrière. Là, c'est la trace de l'eau précipitable. Dernier graphe que j'aime bien pour repérer les ondes bien marquées en tourbillon, que ce soit les ondes d'est ou
Les ondes de Rossby équatoriales, c'est la fonction courant à 700, donc c'est la même que tout à l'heure, si ce n'est que là, on va contourer que les anomalies cycloniques. Et donc on retrouve ce gire cyclonique de l'onde de Rossby en rouge, avec les deux gyres cycloniques associés aux ondes d'Est, pareil, qui vont se déplacer au départ en phase, et l'onde d'Est qui va rattraper donc l'onde de Rossby. Donc vous avez pas mal de produits orientés filtrage d'ondes qui permettent de les voir, ces ondes de Rossby et la basse fréquence. Je vais finir avec la partie plus traditionnelle, au précipitable, autour du 15 juin. Le 15 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à gauche, vous avez l'eau précipitable totale avec le vent 925. À droite, le même champ en anomalie. Donc ce qu'on voit, c'est que ce jour-là, c'était quand même avant la saison, donc c'était assez sec au nord de 15 degrés nord. Par contre, on était dans une véritable anomalie humide à assez grande échelle, avec là quelque chose qui devait quand même être piloté par une moyenne latitude et une anomalie humide à assez grande échelle. Donc si on avance sur les échéances, vous voyez en fait cette trace qu'on retrouvait tout à l'heure sur les composites de l'onde de Rossby là, qui prenait une bonne part de l'Afrique de l'Ouest, on le retrouve sur le précipitable en temps réel. Ça, c'est vraiment la taille caractéristique des ondes de Rossby, et avec donc sur son flanc ouest le vortex cyclonique qui est en train de se développer et qui est donc l'onde d'Est dont on parlait tout à l'heure. On la voit très bien, en eau précipitable. Donc ce que vous voyez, c'est que entre le dernier jour à J+9 et le premier jour à J+10, si on se met, on va dire, sur le Niger-Tchad, ici on est dans une anomalie humide. 10 jours plus tard, vous voyez, on est en train d'entrer dans une anomalie sèche. Donc c'est vraiment ça aussi l'échelle caractéristique des ondes de Rossby, en gros la dizaine de jours. Pas forcément regarder à 600 hectopascal, c'est pour vous montrer le même diagramme que tout à l'heure. Ici le vent à 600 hectopascal, avec le jet d'est africain en contour, et le vent à 600 en flèche. Et donc ce qu'on voit, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'était l'arrivée du gire qu'on retrouve sur les champs modèles bruts, même sans filtrer, tellement elle est forte. Il y a celui-là, premier gire, et celui-là, le gire anticyclonique. Donc en fait, c'est l'arrivée de ce flux de sud qui va casser les deux noyaux du jet, on retrouve ça, qui va aider à former les deux ondes d'est. Hop, l'onde d'est est arrivée, on la voit ici, avec cette oscillation entre flux de sud et flux de nord, donc avec le Talbec qui est ici, et une deuxième qui est en train de se former à l'arrière. Est-ce que sur ce cas-là, vous voyez l'onde de Rossby aussi bien que moi je la vois? Ou est-ce que vous voulez que je passe un peu plus de temps dessus? Oui, non? Ok. Donc après, sur la partie basse fréquence, j'en profite pour faire de la pub sur le site. Donc la basse fréquence, c'est sûr qu'à l'échelle synoptique, c'est un peu moins important que les ondes d'Est, les ondes de Rossby ou autre chose. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la partie prévision subsaisonnière. Donc là, si vous allez dans basse fréquence et prévision CEFS, ici vous avez accès au site de Karl Schreck, donc il fait la même chose que nous avec le modèle CEFS. Et ici vous avez deux liens sur lesquels je vais cliquer, donc qui décrit les indices océaniques et les cartes de SST brut. Bon, pas ce que je voulais faire. Je reviens. Je vais vous le montrer. Je vous montre ça parce que c'est assez intéressant en fait d'avoir ça en tête quand on fait la prévision. Donc ça, c'est les MapRoom en ligne. Donc si on regarde par exemple le dernier mois, donc ça c'est le champ total en anomalie. Ça c'est l'anomalie de température de mer observée sur le dernier mois. Donc on trouve une anomalie froide sur une bonne partie du Pacifique central et ouest, donc typique de la Niña. Et on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, une anomalie chaude sur l'est de l'Indien et au Pacifique, froide ici. Donc là, typiquement, un dipôle de l'océan Indien qui est négatif. D'où la subsidence sans doute ici et l'ascendance ici, là, qu'on voyait sur le potentiel de vitesse à 200. Ça, c'est pour, vous l'avez en mensuel et vous l'avez en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est quand même très cohérent. Et si on regarde les indices, c'est aussi intéressant, c'est le BOM qui fait ça, le centre de prévision australien. Donc quand même plein de choses. Ça, c'est sur le Pacifique. Ils ont des indicateurs donc observés et prévus de l'indicateur Niño 3, Niño 3.4. Donc là, on est plutôt dans une phase Niña, cohérent avec ce qu'on a vu sur la partie atlantique. Et vous avez également ici toutes les phases prévues selon les différents modèles, où vraiment là, il y a un consensus pour avoir une phase Niña actuellement. C'est pas toujours le cas. Si je vais sur l'océan Indien, ici,
Bon, déjà, vous avez un rappel et je me suis pas mal servi de ça pour vous illustrer le cours. Vous pouvez cliquer sur About. Et dans la partie indice, vous voyez que également, lui aussi, il retrouve une partie IOD, Indian Ocean Dipole, qui est négatif, donc avec quelque chose de plus froid sur la côte de l'Afrique. Donc ça, c'est pour la partie un peu contexte grande échelle. Si on revient sur la partie MISVA, moi, là, ce que je conseille pour voir la basse fréquence, c'est deux choses. C'est dans la partie observation, dans les cartes. Dans les cartes, il faut cliquer sur la date de la veille. Vous cliquez par exemple sur hebdomadaire, par exemple sur potentiel de vitesse à 200, on va mettre avec le filtrage des ondes. Et ici, vous avez des champs hebdomadaires. Donc, typiquement, ça, c'est le champ désir. Avec la semaine du 15 juin, la semaine du 22, la semaine du 29. Donc ça, c'est quelque chose d'utile, pas forcément très pratique à voir à l'écran là, pour voir donc les structures stationnaires. Donc la structure stationnaire actuelle, en potentiel de vitesse, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un pôle d'ascendance plutôt sur la côte, bon, une bonne partie quand même de la côte et du Sahel. Quelque chose qui est bien marqué en ascendance en diverses altitudes sur la partie océan Indien, qui a commencé à se décaler vers l'Indien central. Ça, c'est pour la partie basse fréquence. Ce qui est intéressant sur la basse fréquence, que j'ai pas trop dit, vous le voyez sur ces cartes là, il y a des contours noirs. Les contours noirs, c'est la trace de la MJO qu'on voit se déplacer là vers l'est, et sur l'Afrique, qui était sur l'Afrique autour du 22 juin, pour l'océan Indien cette semaine et qui est prévu pour aller plus loin. Typiquement, quand on a une basse fréquence qui est forte, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup la MJO et avec lequel il y a une interaction qui se passe, qui peut être à la fois constructive ou non constructive. Dans la pratique, ce que ça veut dire, c'est que les indices dont vous avez l'habitude, là, les RMM, très souvent, ils sont faux au passage de la basse fréquence. Et en général, les modèles ont aussi beaucoup de mal à faire une MJO qui se propage dans une basse fréquence où il va avoir tendance en fait à faire accrocher un mode convectif très fort. Là, je vous le dis parce que ça va être très probablement le cas cette année. Et donc on retrouve à l'inverse, là, sur la partie Pacifique ouest, une zone de subsidence assez bien marquée en potentiel de vitesse. Donc voilà. On arrive au bout. Je vais vous montrer un dernier graphe et je serai bon. C'est plus pour vous indiquer donc, la partie prévision subsaisonnière, qui est assez riche également. On garde la même approche en monde équatorial, moins sur l'eau précipitable et le vent 850. Et sur l'eau précipitable, c'est pareil, de travailler avec les prévisions subsaisonnières, donc au-delà de J+10, pour 6 semaines, ça permet quand même d'anticiper des phases sèches et des phases humides, justement associées aux ondes de Rossby. Là, je vous montre le run du 27, par exemple, du 27 juin. Typiquement, ce qu'il voit, qui était déjà en cours, en fait, c'est une genèse d'onde de Rossby sur la partie océan Indien, qui devrait toucher la partie ouest africaine autour du 25 juillet. Il y a quasiment un mois d'écart. Donc ça, c'est intéressant. Ça donne quand même une notion d'anticipation qui est quand même qui a de la valeur, on va dire. Donc je vous indique en OUC, c'est la partie prévision subsaisonnière Hall-Muller. Donc c'est aussi ce qu'on discute durant les briefings. Et ce qui est donc valable pour l'Afrique, évidemment, mais bien au-delà de l'Afrique. Vous avez des questions? Cette partie plus orientée produit. Non, moi, pas de question. Ouais, j'avais peut-être une question, Philippe, concernant, donc, si j'ai bien compris, la, la genèse d'onde d'est au sein d'une onde de Rossby, euh, donc est favorable à des précipitations plus intenses que des ondes d'est qui se généreraient dans la phase inactive de l'onde de Rossby. Oui, parce qu'en fait, ça leur apporte du tourbillon cyclonique. D'accord. Donc, est-ce que nous, prévisionnistes, alors, certes, ça a l'intérêt de comprendre et d'anticiper, mais nous qui avons des produits à faire à 2-3 jours d'échéance, est-ce qu'au sein de nos bulletins, avec ces produits, on peut utiliser ces produits en disant attention, risque d'inondation, risque de pluie plus marqué, parce qu'on se trouve dans une phase active de l'onde de Rossby, dans lesquelles on a une onde d'est. Et si on a identifié, puisque si j'ai bien compris, des ondes d'est peuvent se produire au sein des phases inactives,
si on est dans ce cas particulier, est-ce qu'on peut modérer un peu plus nos propos au sein de nos bulletins ou est-ce que en fait on reste relativement flou et le prévisionniste à courte échéance qu'on est au 6MF peut pas se permettre de faire ça actuellement avec l'état de l'art sur le sujet. Ouais. Ouais, je dirais que enfin oui, c'est ce que j'ai en tête aussi, mais je dirais que c'est un poil prématuré, dans le sens où, pour l'instant, ce que j'ai montré là, c'est des études qu'on fait nous là au CNRL. On a une bonne idée de comment ça se passe dans un gire cyclonique du nombre de Rossby, mais pas l'inverse. Donc je dirais que c'est un poil D'accord. prématuré. Après, je dirais D'accord. que ça aide quand même à qualifier la prévision. C'est-à-dire si tu vois une onde d'est qui est en train vraiment d'exploser, de se structurer dans un gire cyclonique, ça veut dire qu'il y a quand même un scénario qui se met en place. D'accord. D'où C'est pas- l'intérêt peut-être de surveiller Non, je peut-être pense que c'est vrai parce que dans les, pardon, surveiller un peu plus les courants de densité qui peuvent produire un peu plus de systèmes structurés. Qu'en phase sèche, ça, on n'a pas encore vraiment Ça, d'informations. peut-être, mais je dirais même finalement des systèmes peut-être moins mobiles et moins structurés comme l'onde de grain. Parce que l'onde de Rossby, elle amène c'est beaucoup d'humidité dans les basses couches et dans l'environnement par rapport à une onde d'est. Ce qui fait que finalement tu vas pas être si sec que ça à l'avant du système convectif. Donc plutôt des systèmes lents et ouais, assez marqués en précipitation. D'accord. Ça, Ok. ce genre de configuration, quand même, c'est ce qui ressort d'études statistiques autour des extrêmes de pluie. C'est quand même une des situations type, une onde de Rossby avec deux ondes d'est de chaque côté, qui favorise l'occurrence d'un extrême de pluie. Donc j'irai dans ce sens-là quand même. Ok, merci. D'autres questions avant qu'on se quitte? Oui, Philippe en Guyane, là, rapidement, là, pour signaler que ben, chez nous, à la Dirac, on a toujours le problème, on n'a pas accès aux produits Ah, c'est toujours pas du le cas site. là? Désolé, ouais. Non, Je je suis sais en pas, train de... de ton côté, tu as des explications? Bah oui, oui, moi je suis en train d'itérer avec les personnes qui s'occupent du site, mais je pensais que c'était en cours, donc je suis content d'avoir le retour. Je vais mettre ça en priorité. Désolé. Ok. Tout le site ou seulement la partie produit là? La partie formation, vous avez... Uniquement la partie produit, hein. Ah oui, ah, donc ok, vous verrez ça. Ok, je le note, hein. Ok, merci. Une dernière question brûlante avant qu'on se quitte. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette session. Je vous indique la prochaine, là, donc il n'y aura pas lieu la semaine prochaine. Ça reprendra le 4 août, le jeudi 4 août, avec Jean-Philippe Lafort qui vous donnera deux sessions. Donc le jeudi 4 août sur les ondes est africaines et le 11 août sur la partie convection et produits de basse couche adaptés. Donc merci à vous et au plaisir de vous revoir sur les briefings ou ailleurs. Merci beaucoup, ouais, merci. Merci, à bientôt. Merci Philippe. Merci, au revoir.